Congrès du Front National à Strasbourg. Jean-Marie Le Pen réélu président, Bruno Maigret consacré numéro 2. La grève à Air France Europe, la direction assure que le trafic sera normal demain pour les retours de Pâques. Tennis féminin, la Suissesse Martina Higgins, sacrée numéro 1 mondial à 16 ans et demi à peine. Pâques marque le début des grandes férias, courses de taureaux et fêtes dans la ville d'Arles. Madame, Monsieur, bonsoir. En ce dimanche de Pâques, au Vatican, le pape Jean-Paul II a adressé sa bénédiction au monde. Message de paix également en direction du Zaïre et de l'Albanie en crise. À cette occasion, le souverain pontife est apparu affaibli et luttant de toutes ses forces pour aller au bout des cérémonies. Sur place à Rome, Alain Jalon. Bonne fête de Pâques, dans la joie de la paix du Christ ressuscité. Pour la 18e fois, Jean-Paul II a prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi et ses vœux de Pâques en 57 langues devant une place Saint-Pierre pleine à craquer. Mais pour la première fois, il l'a fait depuis l'autel, la loggia pourtant préparée est restée vide. Question de temps, dit-on au Vatican. Il ne fallait pas manquer le rendez-vous de l'Eurovision et Jean-Paul II était arrivé en retard à la messe, visiblement fatigué. Cette cérémonie était la dernière de la Semaine Sainte, qu'il a vu notamment procéder au traditionnel lavement des pieds à Saint-Jean-de-Latran. Confesser les fidèles comme un simple prêtre dans la basilique Saint-Pierre. Et mener le chemin de croix au Colisée. Moment de grande spiritualité, mais aussi épreuve physique pour un homme de 76 ans qui était encore à l'hôpital il y a 5 mois. Alors ce matin, les pèlerins scrutaient avec une certaine inquiétude le visage du Saint-Père. J'ai vu de très près jeudi à Saint-Jean-de-Latran et je l'ai trouvé très fatigué. Il se fait vieux quand même là. Le pape est assurément fatigué au terme de ces fêtes de Pâques qui sont de toute façon chaque année éprouvantes. Mais ses collaborateurs sont confiants, son programme ne devrait pas être modifié. Dans 15 jours, il sera à Sarajevo, puis ce sera Prague, le Liban, la Pologne pendant 12 jours, et cet été, la France. Un programme, c'est vrai, chargé, et on pourrait même dire un petit peu effrayant. À Strasbourg, après les manifestations anti-Front National d'hier, le congrès du FN a véritablement commencé aujourd'hui dimanche avec la réélection à sa tête de Jean-Marie Le Pen, mais aussi la consécration du numéro 2, Bruno Maigret. Michael Darmon, Jean-Louis Normande. Vote à bulletin secret au congrès du Front National. On renouvelait le comité central, l'occasion pour Bruno Maigret de renforcer sa position et de distancer son rival Bruno Gollnisch. C'est la victoire de Vitrolles qui fait qu'il y a un petit plus en ce moment pour Maigret, mais je les connais suffisamment tous les deux pour savoir qu'il n'y a aucune rivalité entre l'un et l'autre. Il ne faut pas y voir là des frictions constantes, il n'y a que des frictions humaines de temps en temps. Vote à main levée en revanche pour réélire Jean-Marie Le Pen à la tête du Front National. Pas une voix contre, Jean-Marie Le Pen peut donc continuer son offensive vers la classe politique. Il prospère sur le fumier de la corruption politique, la décomposition morale, la pédophilie, l'insécurité, le chômage démoralisateur et le fiscalisme ruineux, l'injustice sociale et judiciaire. Le totalitarisme pointe son mufle hideux. Et dans les couloirs, ces mots sont repris dans toutes les conversations. Seul contre tous, c'est la profession de foi des militants Front National. De son côté, le couple Maigret récolte ici les fruits de sa victoire à Vitrolles. Le congrès de Strasbourg souligne l'émancipation de Bruno Maigret, qui donne maintenant sa version de l'avenir. La classe politique est paniquée. Ses membres ont compris que la marée du Front National ne cesse de monter, que la digue est fissurée, qu'elle a cédé à Vitrolles et qu'elle va maintenant se disloquer. Ils ont compris que leur temps est fini et ils s'affolent. Seule allusion aujourd'hui à la mobilisation extérieure, les fleurs noires des opposants au FN ont été récupérées et vendues dans les couloirs. 27 personnes ont été déférées au parquet après les incidents survenus hier soir à Strasbourg, sur la place Kléber, à l'occasion d'un concert de rock organisé par des associations anti-Front National. Par ailleurs, le concert prévu ce soir a finalement été annulé. Le conflit à Air France Europe, la situation est assez confuse ce soir. Les syndicats des personnels au sol qui ont échoué pour le moment dans leurs négociations
ont lancé une série de débrayages de 2 heures, ce qui n'a pas empêché le trafic d'être quasiment normal aujourd'hui dimanche. Elisabeth Esley, Patrick Deschmecker. Un dimanche à Orly presque comme les autres. Seuls 3 avions d'Air France Europe n'ont pas pu décoller ce matin et depuis, le trafic est normal. Pourtant, les discussions entre la direction et les personnels au sol sont au point mort. Les syndicats campent sur leur position. Ils veulent une nouvelle rencontre avec leur patron avant mardi, premier jour du rapprochement entre Air France et l'ex-Air Inter. Ils maintiennent la pression à coups de débrayage, 2 fois 2 heures par jour. Aujourd'hui, ces actions n'ont pas perturbé le trafic. Demain viendra s'ajouter le mouvement de grève de 2 syndicats minoritaires de pilotes. D'après la direction d'Air France Europe, il n'aura aucune incidence sur la circulation des avions. Les retours du long week-end de Pâques devraient donc être plus faciles que les départs. L'actualité internationale toute la journée, des affrontements plus ou moins sérieux ont eu lieu entre manifestants palestiniens et troupes israéliennes aux limites des territoires palestiniens. Les Palestiniens commémoraient aujourd'hui la journée de la terre en souvenir des confiscations de biens par l'État d'Israël. C'était en 1976, de biens palestiniens bien entendu. Le président Yasser Arafat est inquiet de la situation. Il estime qu'il a à faire face à un véritable état de guerre. Hier, un jeune Palestinien avait été tué lors d'affrontements avec des soldats israéliens. Sur place, notre envoyé spécial, Véronique Tavo. Avec notre âme et notre sang, nous vengerons notre frère. Le corps recouvert du drapeau palestinien porté en véritable martyr, les funérailles d'Abdallah el-Saleh, 21 ans, ont été suivies par des centaines de Palestiniens. Tous ont crié leur colère. Un long défilé dans les rues de Beit Sarour, un village de Cisjordanie dont le jeune Palestinien tué par l'armée israélienne hier était originaire. Sur les banderoles ouvrant le cortège, on pouvait lire cette phrase « Pas de paix avec les colonies ». Il n'y a plus de processus de paix, mais seulement la colère et la revanche. Il y aura une escalade de la violence. Arafat n'a plus intérêt à aller à la table des négociations, tant qu'Israël continue à construire ses nouvelles colonies. Une dernière salve d'honneur, mais qui ne calmera pas la colère des jeunes Palestiniens de Beit Sarour, déterminés à venger la mort d'Abdallah el-Saleh. À peine quelques minutes après les obsèques du jeune Palestinien tué ici même hier, les premières échauffourées au point de contrôle de l'armée israélienne. La tension est très vive côté palestinien. Jet de pierre contre grenades lacrymogènes, un scénario désormais presque classique. Depuis maintenant 10 jours, à chaque passage d'une jeep de l'armée israélienne, les mêmes gestes répétés. Même tension à Bethléem, mêmes affrontements, mais ici l'armée riposte par des tirs de balles en caoutchouc et même des tirs à balles réelles. De sporadiques, les heurts se sont petit à petit étendus à l'ensemble des villes de Cisjordanie. La journée de la terre est pour les Palestiniens traditionnellement une journée de lutte contre la confiscation des terres par Israël. Un appel auquel les bulldozers israéliens sont restés sourds à Aroma. Les travaux de la nouvelle colonie juive de Jérusalem-Est, à l'origine des affrontements de ces 2 dernières semaines, se poursuivent résolument. La situation économique en Russie est catastrophique. On s'en est aperçu cette semaine avec la manifestation de plusieurs dizaines de milliers de salariés qui n'ont pas été payés depuis plusieurs mois maintenant. Tous les secteurs sont touchés, y compris ceux de la santé, et notamment dans la lutte contre le sida, qui se développe aussi là-bas, avec un handicap supplémentaire dans la mesure où les Russes ont été très longtemps très mal informés sur les dangers véritables de cette maladie. Enquête, Dominique Derda, Éric Mézy. Même dans une prison de femmes, même devant un tel public, Sergueï n'hésite pas à joindre le geste à la parole. Et après, ça se lave? Non, ça se lave pas. Les préservatifs, ça ne sert qu'une fois. Le sida, un jour ou l'autre, elles en ont toutes entendu parler, mais peu nombreuses sont celles qui savent comment il se transmet et surtout comment s'en protéger. Il y a là pourtant parmi ces détenus de la prison de Saint-Pétersbourg bon nombre de toxicomanes et de prostituées. Moi, j'ai été élevée dans l'esprit du communisme. On nous disait que chez nous tout allait bien et qu'en Occident tout allait mal. C'est comme ça que ça marchait la propagande. Et c'est pour cela, parce qu'il est si difficile de changer les mentalités, que Sergueï a parfois envie de baisser les bras. Les subventions sont rares ou se perdent en chemin, et il se heurte souvent à un mur d'indifférence. À la télé ou dans les journaux, ils n'en parlent que dans des sujets à scandale. Ça fait monter l'audience. Mais des émissions sérieuses sur la prévention, il n'y en a pas. À l'hôpital des maladies infectieuses, on est bien placé pour savoir qu'il est grand temps d'ouvrir les yeux.
Ici arrivent de plus en plus de ces bébés abandonnés à la naissance par leur mère, toxicomanes et séropositives. En 96, le nombre de personnes infectées a été multiplié par 2. Elles sont un peu plus d'1 millier actuellement, 10 000 dans un an. Et encore, ce ne sont là que des estimations officielles. Le sida se développe de façon spectaculaire chez les toxicomanes, des gens de 15 à 25 ans qui en théorie devraient faire partie de la population active. Dans cette tranche d'âge, l'épidémie fait boule de neige. La nuit tombée, Sergueï se rend à la gare de Saint-Pétersbourg. 9 h, c'est l'heure où, au vu de tous, dans les recoins de la vaste salle d'attente, 2 jeunes garçons guettent le client de passage. Ils se prostituent pour 50 francs la passe. Sergueï leur donne quelques préservatifs offerts par une association canadienne. C'est tout ce qu'il peut faire pour eux. Mais de là à savoir s'il les utilise, c'est une autre question. Aux hommes, je leur dis que ce serait mieux avec un préservatif. Mais il y en a qui veulent pas. Et même si j'insiste, ça sert à rien. Alors j'ai pas le choix. Je peux pas refuser. Pour Ivan et ses copains, il est peut-être déjà trop tard. Mais il faut avoir 16 ans en Russie pour passer anonymement un test de dépistage. Sinon, il faut aller voir un médecin. Et Ivan a trop peur que ses parents ne l'apprennent. Alors, il continue à vivre et à travailler, comme il dit, sans savoir. Des pluies d'une exceptionnelle violence se sont abattues dans la région du Golfe, précisément au-dessus du sultanat d'Oman. 10 jours de pluie diluvienne dans un pays habituellement désertique. L'eau n'a pas pénétré dans la terre, desséchée, conséquence des flots de boue. Des habitants surpris et sauvés, heureusement parfois par hélicoptère. Il n'y a pas de morts à déplorer, des blessés malgré tout. Des glissements de terrain ont endommagé également les principales routes du pays. Retour en France. Les coupes budgétaires de 1997 n'ont pas épargné le ministère de la Culture et plus spécialement le secteur du patrimoine. Une baisse de 30% du budget qui entraîne à terme l'interruption de certains travaux de réfection et des conséquences pour les entreprises de restauration qui dépendent pour l'essentiel des commandes de l'État. Reportage Stéphane Auman, Jean-Louis Melin. Victime de son grand âge, Notre-Dame devait retrouver une seconde jeunesse grâce à des artisans perchés entre terre et ciel, les tailleurs de pierre. Mais le chantier planifié jusqu'en 2001 est suspendu dès le mois d'avril pour raison d'économie budgétaire. Conséquence immédiate, l'entreprise de restauration qui travaille ici menace de licencier 40 personnes cette année, un quart de ses effectifs. On a à la fois peur et puis on est à la fois en colère. Parce qu'on est de nombreux jeunes à s'être investis pour ce métier, et puis voilà, tout à coup, qu'on nous jette à la poubelle. Si l'État maintient ses budgets à ce niveau, ce serait une dégradation totale de l'emploi et puis parallèlement de nos monuments. L'État est le premier employeur des entreprises de restauration puisqu'il possède, par exemple, toutes les cathédrales. La baisse des commandes publiques menace aussi le savoir-faire des artisans. Le patrimoine mondial du vitrail se trouve en France et ces métiers ne s'apprennent pas dans les écoles. Un bon verrier d'art se forme en 10 ans par le compagnonnage. S'il y a moins de chantiers, il n'y aura plus d'apprentis, automatiquement. Et s'il n'y a plus d'apprentis, nous on va vieillir, et personne ne va suivre, je pense. Les 5000 artisans français de la restauration sont déjà résignés. Ils ne retrouveront pas l'an prochain leurs 500 millions de crédits annulés. Pourtant, disent-ils, investir dans l'entretien du patrimoine, c'est aussi favoriser un secteur clé de notre économie, le tourisme. Dimanche chargé en sport avec d'abord à l'instant même la victoire dans le Grand Prix de Formule 1 du Brésil de Jacques Villeneuve, le Canadien, sur Williams-Renault, devant l'Autrichien Gerhard Berger sur Benetton-Renault et une très belle 3e place pour Olivier Panis de l'écurie Prost Honda. Laurent Frédéric Bollet. Au Brésil, c'est bien connu, on a le sang chaud, spectateurs et pilotes. La preuve, le départ de ce 2e Grand Prix de la saison. Villeneuve et Schumacher s'élancent de la première ligne et qui s'y frotte, s'y pique. Les deux pilotes au coude à coude et Villeneuve le Canadien qui s'en va faire une excursion dans l'herbe. Mais ça n'est pas tout, derrière on se bouscule, on se cogne un peu, bref, beaucoup de grabuge à Sao Paulo et la nécessité de donner un 2e départ. On prend les mêmes et on recommence, Michael Schumacher et sa Ferrari prennent une nouvelle fois le meilleur sur Jacques Villeneuve, mais ça ne va pas durer. Le Québécois qui dès le 2e passage met les pendules à l'heure en doublant Schumacher.
L'Allemand qui se fait même doubler par Berger peu après sur la Benetton, preuve que beaucoup d'écuries sont vraiment dans le coup cette année. Villeneuve en tête, c'est dans le peloton que l'on se bagarre le plus. Damonil ressuscité affronte Schumacher et Alesi. Très peu de place pour se faufiler, mais on y arrive et la cadence est toujours aussi infernale. Au final de ce Grand Prix âprement disputé, 5 abandons seulement sur 22 partants, c'est donc Jacques Villeneuve qui empoche les 10 points du vainqueur. Il devance Berger et Olivier Panis qui offre ainsi un premier podium à la toute nouvelle écurie Prost. Villeneuve qui rejoint en tout cas David Coulthard en tête au championnat du monde. C'est une première dans l'histoire du tennis féminin. La nouvelle numéro 1 mondiale est la plus jeune de tous les temps. 16 ans et demi tout juste. Martina Hingis, naturalisée suisse, elle vient de remporter le tournoi de Key Biscayne aux États-Unis en battant Monica Seles en moins de 3/4 d'heure, 44 minutes exactement. Et pourtant, il y a 2 ans à peine, elle n'était encore que 400e mondiale. Thierry Clopin. 6-2, 6-1, KO debout, Monica Seles. Celle qui détenait jusque-là le record de précocité de numéro 1 mondial, à 17 ans et 3 mois en 91, vient de tomber à Key Biscayne en Floride face à celle que l'on appelle déjà la tueuse en soquette blanche, Martina Hingis. La nouvelle plus jeune numéro 1 mondial de tous les temps, Martina, et ses 16 ans et demi aujourd'hui. Martina née en Slovaquie, elle porte d'ailleurs ce prénom en hommage à la grande Navratilova. Naturalisée suissesse en 88, elle vit d'ailleurs avec sa mère près de Genève depuis l'âge de 8 ans. Martina, c'est la joueuse de tous les records, 26 matchs sans défaite depuis le début de saison. En janvier dernier à Melbourne, l'adolescente devient la plus jeune gagnante d'un tournoi du Grand Chelem en battant Mary Pierce. C'est aussi la joueuse la plus rapide à dépasser le $1 million, rien qu'en prime sur une année, de quoi impressionner ses petites camarades. Quelles sont ses qualités? Mentale, très forte, et puis son jeu aussi, c'est assez impressionnant parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle va arriver sur les balles ou qu'elle tape fort, mais elle arrive chaque fois et puis elle renvoie aussi fort, quoi. Demain, Martina Hingis sera sacrée officiellement numéro 1 mondial. L'Allemande Steffi Graf sera détrônée après 377 semaines passées à la tête de la hiérarchie mondiale. À la rubrique des traditions de Pâques dans la commune de Montretier, près de Lyon. Depuis une trentaine d'années maintenant, chaque dimanche de Pâques, les habitants cachent des œufs aux 4 coins de la commune. Et dans la journée, des milliers de visiteurs tentent de les découvrir. Reportage Benoît Gadret et Thierry Monnier. C'est au petit matin, alors que les rues du village sont encore désertes, que les habitants de Montretier s'adonnent à un drôle de jeu. Là, il est bien difficile à trouver, là. Oh non, je les vois, je les sens pas. Ils sont dépensés. Si certains ont la cache facile, d'autres prennent un malin plaisir à défier le chercheur. Et les multiples orifices des murs du vieux village de Montretier facilitent ce jeu de cache. Dès 8 heures, les chercheurs d'œufs prennent d'assaut le village. Ils sont de plus en plus nombreux, plusieurs milliers encore cette année. Puis on espère en trouver beaucoup parce que le soir on fait un casse-croûte chez la maman, c'est traditionnel. Alors plus il y en a, plus l'omelette sera grosse. Voilà, tout simplement. Commence alors la ruée vers l'œuf, avec pour seul équipement de base un panier en osier. On cherche d'abord dans les prés aux alentours de Montretier, puis dans les petites rues du village. Tu trouves ça rigolo? Tu les avais vus ceux-là? Ouais. Tu les as repérés? Comment tu les as vus? Non, c'est maman qui nous l'a dit. C'est maman qui nous l'a dit. Il y en a ainsi 34 000 à trouver. 34 000 car la chasse aux œufs a été lancée il y a 34 ans par quelques habitants du village. Et chaque année, 1000 œufs supplémentaires sont ainsi cachés. C'est pas facile à trouver? Ah, c'est pas facile, non. Très difficile. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien cachés, puis il y en a ici, il y en a un plus loin, il y a un peu de partout. Hein. Enfin, c'est un plaisir, quoi. Et de leurs fenêtres, les habitants du village s'amusent des difficultés rencontrées par les chasseurs d'œufs. Si, mais quand je vois un tout petit qui cherche, mais vraiment avec amour, comme on dit, alors là, je lui fais signe. Puis je lui montre. Ils sont contents. Et comme l'œuf fait la poule, il faut bien une cocotte aussi majestueuse pour terminer la journée en beauté, une sorte de poule aux œufs de bonheur.
Autre tradition, la feria d'Arles, le premier rendez-vous de la saison en France pour les amateurs de courses de taureaux. Elle se poursuit jusqu'à demain lundi soir et devrait consacrer les meilleurs jeunes espoirs de la saison. Mais la feria d'Arles, ce n'est pas simplement la corrida, c'est aussi la fête dans toute la ville. Reportage Karine Comazzi, Philippe Ray. Le dernier taureau est mort, fin de corrida. Les enfants des arènes envahissent les rues d'Arles, la feria est ouverte. Loin des monstres des arènes, dans la chaleur des bodegas, l'homme libère ce qu'il a en lui de taurin. Fiesta! Vamos, chiquita! Fiesta! Allez, va! Jour feria, apéritif, assiette de paella, et puis après la fête. Flamenco ou disco, sangria ou pastaga sur chaque place. Et dans chaque ruelle règne la fiesta. D'abord les copains et après quoi? Eh ben, on est entre copains, on s'en paye et c'est bien, et vive la feria. On n'est pas fatigué. Pour les fêtards, la nuit est longue et pleine d'efforts. Morenito, quant à lui, s'est couché tôt. Pour faire face à des taureaux exceptionnels, ce jeune torero de 20 ans avait besoin de concentration. Morenito El Lobo Diamante Negro avec 3 Arlésiens sur le Paseo, la feria d'Arles a commencé en beauté. Trois novilleros fougueux et téméraires, mais une mention spéciale pour Morenito d'Arles. Pour récompenser les magnifiques estocades, un tour de piste triomphal et 2 oreilles pour Morenito d'Arles. J'ai eu une oreille du Morenito d'Arles. Tu nous la montres? Une ouverture prometteuse pour la feria d'Arles et ses novilleros. Tournée au Grand Air maintenant. Depuis hier et jusqu'à dimanche prochain, la plage de Berck sur la mer du Nord est le théâtre d'une semaine internationale du cerf-volant. Plus de 300 délégations sont attendues à Berck pendant toute cette semaine. Tout le monde aura, ou presque, la tête en l'air. Marianne Mas, Dominique Mas. Chaque année, à la même époque, ils envahissent la plage. Objets volants plus ou moins identifiables, leur signe de ralliement, le vent. Et c'est parti, pendant une semaine, ils auront tous une bonne raison d'avoir la tête en l'air, le plaisir en solitaire. Regarde s'il est pas beau là. Regarde les reflets, regarde. Ou à plusieurs. Go! 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 Et 1, et 2, et 3, et 4, et go! C'est pas la virtuosité du cerf-volant qui compte, c'est d'abord le bonhomme. Pour faire une équipe en individuel, c'est différent. Alors mieux vaut des gens moyens qui s'entendent très bien et avoir une harmonie dans le vol plutôt que des hyper qui est normal, quoi, comme toute équipe. Mais après tout, pour apprécier le cerf-volant, rien de tel que d'essayer soi-même, les conseils d'un pro. Alors le premier conseil, c'est de toujours rester calme. L'idéal pour faire du sport, pour s'amuser, c'est de prendre un cerf-volant de 2 poignées et 2 fils, qui permet déjà de faire des figures, de s'amuser et d'avoir des sensations. Et après quelques bonnes heures de patience, on en arrive à dompter le vent dans sa voile, et là, des sensations, on peut même en donner. On s'amuse avec eux, on voit que ça les détend, alors on continue, mais il ne faut pas trop abuser non plus. Mais sinon, c'est très amusant pour eux, j'espère pour eux. Pour nous, c'est 2 fois plus amusant, et puis on se détend comme ça, et c'est très bien. Prévision météo, l'invasion de cerfs-volants devrait persister toute la semaine dans le ciel de Berck. Température, on y attend 300 000 personnes. Un conseil, ouvrez l'œil, il y a parfois la nuit des passages d'étranges comètes. Si les cerfs-volants vous font rêver, vous pouvez toujours vous reporter à ce livre réalisé par un collaborateur de France 2, Éric Dommage, Cerf-volant, l'art en ciel, aux éditions alternatives. Cette année, le beau temps a écourté la saison d'hiver dans les Pyrénées. En revanche, elle permet, avant l'heure, aux cyclistes amateurs de se lancer à l'assaut des principaux cols comme l'Aspin ou encore le Tourmalet. Reportage Muriel Lassaga,
Guy Lopez. C'est le premier col de la saison aujourd'hui. Alors on va monter tous groupés pendant 3-4 km. Ils s'étaient donné rendez-vous très tôt et nul ne manquait à l'appel. Tous des fondus de la petite reine, des accros du vélo qui avalent les kilomètres comme de véritables pros. Comme leurs idoles, ils s'attaquent aux étapes mythiques du Tour de France et ses cols légendaires. Ce matin-là, le col d'Aspin et ses 5 km les attendaient au tournant. On a un mois d'avance. D'habitude, on monte le premier col 3 semaines, un mois après. On va la voir. On va la voir, le col d'Aspin. Les encouragements ne manquent pas, et il en faut, car Gisèle, la seule femme de ce groupe, n'était pas tout à fait certaine de parvenir au sommet. 30 minutes, Gisèle. C'est bien. Qu'est-ce qui vous motive comme ça? Tout d'un coup, on arrive à un bout de la scène, je me demande, parce que je me dis qu'il faut être folle. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener justement pas les plus forts, mais de regrouper les gens qui débutent dans le vélo et de les amener à ce plaisir qui est super d'arriver dans nos Pyrénées là. D'autant plus que depuis plusieurs semaines, la météo très ensoleillée a fait fleurir les cyclos plutôt que prévu. Des cyclos experts ou débutants, jeunes ou moins jeunes, tout le monde a droit à sa balade, quel que soit son niveau. Dans ce petit club de village, seul compte la motivation. C'est sûr qu'on n'est pas en forme, on n'avance pas beaucoup. Hein. Les petites graines de champions sont souvent très jeunes. Christophe n'a que 12 ans. Comme ses copains du club, le franchissement des cols des Pyrénées devient presque un jeu d'enfant. Malgré l'effort, malgré la fatigue, un jour il sera un grand, peut-être un très grand. Cinéma et théâtre font quelquefois, souvent d'ailleurs, bon ménage. Sur la scène de la Comédie Française, en ce moment, le rôle du Tartuffe de Molière est tenu par le gagnant du César, du meilleur acteur en 96, Philippe Torreton, 30 ans, révélation du film de Bertrand Tavernier, Capitaine Conan. Philippe Torreton, qui est donc également sociétaire de la Maison de Molière, un comédien qui n'a pas peur d'afficher ses ambitions. Reportage Aubry Edler. Le César est attribué à Philippe Torreton dans Capitaine Conan. Avec Philippe Torreton, tout a l'air d'être simple. Entré à 20 ans au conservatoire, il est reçu 3 ans plus tard à la Comédie Française. Aujourd'hui, privilège rare à 30 ans, il reprend le rôle-titre de Tartuffe. Une nouvelle gageure pour ce garçon bouillonnant de passion et de modestie. L'échec est trop dur. Si on mise tout sur le théâtre et que au théâtre on dit on n'a pas envie de toi, enfin, t'es pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Après il n'y a plus rien. Or la vie est beaucoup plus riche que ça. Moi réellement, même encore maintenant, je me dis inspecteur de police, ça me plaît bien comme métier. Car adolescent, Philippe Torreton hésitait entre la comédie et la police. Ce n'est peut-être pas un hasard si c'est en jeune inspecteur qu'il fait ses débuts au cinéma. L627, l'un des rôles principaux, est déjà la révélation d'un solide tempérament. Je supporte plus, un de ces jours, je vais en buter un. Ah, si c'est ton truc. En lui donnant cette première chance, Bertrand Tavernier pense déjà à Capitaine Conan. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Big Bang? Tous les 5 minutes et vous avez déjà l'autre figure de fesses contre vous. Et vous avez donc de cervelle qu'un bigorneau, merde. C'est-à-dire, bon, il y a tant qu'on est, tu la boucles. Quelques minutes avant que vous arriviez, j'ai reçu une lettre de Nathalie Baye, avec qui j'avais fait une semaine de vacances, qui est une comédienne que j'adore et une personne que j'adore et qui m'écrit des choses magnifiques et qu'elle me dit... et puis cette dernière scène qui m'a fait pleurer, jamais je n'ai vu un acteur comme Philippe Torreton jouer aussi bien le temps qui a passé. À vélo, il a gardé de sa Normandie natale l'amour de l'air pur. Philippe Torreton se rend aux Français pour devenir Tartuffe. Avec lui, l'imposteur de Molière prend des airs de vampire, voyou démoniaque qui veut arracher fortune et privilèges. Pour moi qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités. Et ne croirai rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Mon Dieu! C'est je veux ma part du gâteau, il n'y a pas de raison. Je veux aussi des souliers vernis, je veux des dentelles partout, je veux mettre une mouche là, et puis je veux faire des réceptions, je veux avoir du pognon, quoi. Je veux profiter aussi. Et ça aussi, pour moi, ça a des échos réels dans ce qu'on vit en ce moment. Applaudi au théâtre, honoré par le cinéma, Philippe Torreton a ce talent particulier de vous faire croire que tout est facile.
Insolite maintenant, jusqu'à demain soir au stade de Coubertin à Paris, le concours international de danse sportive. Des danseurs, mais surtout de véritables athlètes venus du monde entier pour concourir. En France, cette discipline reste confidentielle, dirons-nous, avec 12 000 adhérents. En revanche, on en compte plus de 600 000 en Grande-Bretagne. Reportage Claire Reynaud, Roger Mathurin. Chaussures vernies, cheveux gominés, visage fardé, tenues apprêtées, aboyeurs. On pourrait se croire à un bal de grand apparat, sauf qu'ici les invités sont numérotés sur le volet et que la salle de réception est en fait un gymnase. Tous ces couples d'ailleurs ne sont pas là que pour s'amuser. Ce sont des professionnels qui sont venus d'Australie, de Moldavie ou encore des États-Unis pour participer aux Internationaux de France, une des plus prestigieuses compétitions mondiales de danse sportive. Mais au fait, la danse est-elle vraiment un sport? Venez à certains entraînements, vous verrez que c'est du sport, il faut une très bonne condition physique. L'équivalent d'une valse viennoise, c'est comme si vous couriez à 100 mètres au niveau cardiaque. En coulisses, effectivement, l'ambiance est aussi tendue qu'avant la finale olympique du 100 mètres. Les danseurs se préparent comme de véritables athlètes, ou presque. Je sais qu'un sportif ne doit pas fumer, c'est une sale habitude que j'ai, mais c'est bon pour les nerfs. Et c'est vrai que la compétition est plutôt stressante, difficile de savoir sur quel pied danser devant l'impassibilité des juges à qui rien n'échappe en théorie. Autre motif de stress, l'enjeu financier de la compétition avec 25 000 francs à la clé pour les vainqueurs, alors toutes les audaces sont permises pour se faire remarquer. Et forcément, ça donne des envies à ceux qui ont fait tapisserie toute la soirée. À la fin d'une telle compétition, les spectateurs se transforment en danseurs. C'est un pas de plus vers la popularité pour la Fédération française de danse sportive qui fait pâle figure avec ses 12 000 licenciés comparés aux 600 000 pratiquants britanniques. Hier soir, en tout cas, des talents insoupçonnés se sont révélés et c'est bien connu, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Ce soir, pour l'un des derniers galas à l'Olympia à Paris avant sa reconstruction, une chanteuse venue de Turquie, Bülent Ersoy. À la manière d'Kalsoum pour le monde arabe, elle transporte tout un peuple. Et là aussi, ses critiques très virulents, comme les islamistes actuellement au pouvoir à Ankara. Il faut dire que Bülent Ersoy est une personnalité ambiguë, équivoque, puisqu'elle fut d'abord un jeune chanteur travesti avant de devenir une femme. Thierry Hay, Stéphane Chopin. Sa vie est un roman et dans son pays, la Turquie, elle est une immense star. Aussi ceux qui rentrent dans ce restaurant le font sur la pointe des pieds avec l'espoir d'y trouver encore une place pour son concert. L'Olympia, oui, c'est pratiquement complet là. La star qui est en France pour la première fois et se produit à l'Olympia, la voilà. Cette femme, à la lippe boudeuse, occupe dans le quartier turc de Paris bien des sujets de conversation et notamment une question épineuse. Chanteuse. Vous êtes sûr? Oui, chanteuse, mais... Dubitatif le coiffeur et il y a de quoi. En 80, quand les militaires instaurent leur dictature, Bülent Ersoy, chanteur connu, change de sexe. Cela manque un peu de rigueur pour l'armée, qui l'interdit de télévision pendant 8 ans. Aujourd'hui, le pays est co-dirigé par les islamistes et c'est cette femme transsexuelle, hyper maquillée, supra-élégante, qui est toujours l'image de la Turquie. Et quand on lui demande si elle est prête à porter le voile, alors là, elle botte en touche. Je ne suis pas un sexe symbole. Je ne mets jamais la beauté du sexe sur scène. Je suis une grande artiste et grande à cause de mon art. Mais les islamistes n'apprécient guère son dernier film, où il y est révélé qu'elle a fait ses débuts petit garçon en chantant en haut des minarets. L'Olympia a donc reçu des menaces des extrémistes, ce qui n'empêche pas la communauté turque de se précipiter pour voir et surtout écouter cet oiseau rare. C'est la meilleure voix de Turquie. C'est le plus grand. Oui. Comment ça, le plus grand? La plus grande. Et elle en est persuadée. Voilà, juste le temps de vous dire bonsoir, de vous souhaiter une excellente soirée sur notre chaîne, de vous donner rendez-vous à demain 20 h. Bonsoir, à demain.